Sur la banquise de l'océan Arctique, des chercheurs assistent depuis quelque temps à un phénomène qui semble indiquer un réchauffement en cours de la planète. En 1997, les États-Unis, le Canada, le Japon et plusieurs autres pays ont mis sur pied un programme commun de recherche destiné à étudier sur une année les variations climatiques de l'Arctique. Les chercheurs ont ainsi constaté que sous la banquise, l'eau de mer présentait un degré de salinité étonnamment bas. L'eau de mer était presque devenue de l'eau douce. Ils ont aussitôt pensé que ce phénomène pouvait être dû à un accroissement de la fonte des glaces. En plongeant sous la banquise, ils ont constaté qu'en effet, la couche de glace était plus mince que prévu. Les calculs ont montré que le volume de glace fondue correspondait à peu près à une épaisseur de 3 mètres sur toute l'étendue observée. L'Arctique, apparemment immuable, subit en fait de profondes transformations. La glace fondue tend à adoucir la couche supérieure de l'océan. Ça nous a tout de suite frappé. Sur l'ensemble de l'année, nous avons rencontré une glaciation inférieure à celle observée sur les 30 ou 40 dernières années. Nous sommes très impressionnés de constater à quel point la glace est mince et combien l'eau de l'océan est douce en surface. Cet accroissement de la fonte des glaces a des répercussions sur toute la Terre. Parce qu'elle est blanche, la glace réfléchit presque 100% du rayonnement solaire. Elle contribue ainsi à limiter la température atmosphérique. Elle fait littéralement office de climatiseur à l'échelle de la planète tout entière. Les interstices se multipliant entre les plaques de glace, la surface de l'océan est toujours davantage exposée au soleil. Or, c'est une surface sombre et donc peu réverbérante qui absorbe massivement la chaleur du soleil et contribue ainsi au réchauffement de l'atmosphère. Cette élévation de température accélère à son tour la fonte de la banquise. Il en résulte une réduction de l'effet réfrigérant de la calotte glaciaire et donc une nouvelle augmentation de la température atmosphérique, et ainsi de suite. Que se passerait-il ? Quelle serait l'incidence sur la température du globe si toute la glace de l'océan Arctique venait à fondre? Au Centre de recherche climatologique de l'Université de Tokyo, on a tenté de répondre à cette question à l'aide d'une simulation. Voici quel est le changement de température prévisible 20 ans après la disparition de la banquise. La température s'élèvera jusque dans les régions équatoriales très éloignées de l'Arctique. Sur la Terre entière, le thermomètre grimpera en moyenne de 2 degrés en l'espace de 20 ans, ce qui alimentera un important réchauffement du globe déjà amorcé par la combustion massive de pétrole et autres combustibles fossiles. C'est la plus grave menace écologique à laquelle l'humanité soit confrontée. La température moyenne de notre planète vient déjà de faire un bond de 0,6 degrés au cours du XXe siècle. Si le réchauffement se produit au rythme actuel, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère aura doublé en 2100, atteignant une proportion de 0,7 pour 1000. Il devrait en résulter toute une cascade de désastres. On ne peut pas être encore certain que la diminution du volume des glaces de l'Arctique soit directement imputable au réchauffement de la planète, même si de nombreux spécialistes le soupçonnent d'être à l'origine d'inquiétantes modifications de l'océan qui sont peut-être le signal d'une altération du climat sans précédent à l'échelle humaine. Le Pacifique, au large des côtes de Californie. On y a décelé une anomalie susceptible de conduire à un rapide réchauffement de l'atmosphère. Tout se passe sur le plancher océanique, à 500 mètres de profondeur.
le courant marin a dévié de sa trajectoire. Et l'on constate que la température du fond de l'océan s'est élevée d'1 degré dans toute cette zone. À l'aide de bathyscaphes, les chercheurs ont tenté d'évaluer les répercussions de ce réchauffement. Peter Brewer, qui a dirigé cette opération, fut témoin d'un phénomène jamais observé auparavant. Des bulles s'échappent du fond de l'océan. Des bulles de méthane. Le méthane est un gaz qui contribue puissamment à l'effet de serre. Il est capable de réchauffer l'atmosphère 20 fois plus que le dioxyde de carbone. Toute augmentation du niveau de méthane dans l'atmosphère, aussi minime soit-elle, peut déclencher une sévère augmentation de la température du globe. Le méthane joue un rôle très actif dans l'effet de serre. Il faut en être conscient. Il a une durée de vie d'environ 11 ans avant de se dégrader par oxydation en monoxyde de carbone, puis en dioxyde de carbone. Mais cette transformation pourrait modifier l'équilibre atmosphérique. Dans le pire des cas, l'effet de serre pourrait changer dans des proportions tellement néfastes que le réchauffement de la planète dépasserait les prévisions les plus pessimistes. On a récemment découvert que des quantités gigantesques de ce gaz gisaient sous les mers. Voici de l'hydrate de méthane. C'est une substance qui a la consistance du sorbet et qui résulte de la combinaison des molécules d'eau avec celles de méthane. Ce fragment contient à lui seul une quantité phénoménale de méthane. Si on l'allume, il s'enflamme donc très facilement. Plusieurs pays industrialisés se sont déjà lancés dans l'extraction expérimentale de l'hydrate de méthane, qui semble être une source d'énergie prometteuse. On en trouve d'importantes quantités sous la mer, à proximité des côtes et à des profondeurs supérieures ou égales à 500 mètres. Le calcul montre que la quantité totale d'hydrate de méthane équivaut à 10 000 milliards de tonnes de carbone. C'est une masse considérable, 2 fois celle du pétrole, du charbon et de tous les autres combustibles fossiles réunis. Si pour une raison ou une autre, l'hydrate de méthane se désintégrait et se répandait dans l'atmosphère sous forme gazeuse, il en résulterait une rapide élévation de la température du globe. Dans l'histoire de la Terre, le phénomène s'est déjà produit. Jürgen Minert, du centre de recherche allemand Geomar, a remarqué la présence de formes qui ressemblent à des cratères. Ces pseudo-cratères sont situés au large de la Norvège, au fond de l'océan, sur une bande large de 1000 km. On en dénombre une centaine. Une étude a montré qu'ils avaient été créés par la soudaine libération de l'hydrate de méthane sous-marin, ainsi rejeté dans l'atmosphère sous forme gazeuse, voici 8000 ans. Le plus grand de ces trous béants mesure plus de 3 km de diamètre. Voici 8000 ans, la glace qui recouvrait l'océan dans cette région a fondu. Il semblerait que la tiédeur de l'eau de mer ait alors déclenché une explosion d'hydrate de méthane à grande échelle. La quantité de méthane qui a jailli de l'océan est estimée à 350 milliards de tonnes. Selon Jürgen Minert, à l'époque, cette masse de méthane est venue accélérer le processus de réchauffement du climat, déjà amorcé par ailleurs.
Le professeur Minert souligne que ce furieux jaillissement de méthane, déclenché par une légère modification de la température de l'eau, peut facilement se produire encore de nos jours. Les fonds marins autour du continent européen constituent un laboratoire naturel pour étudier les réactions de l'hydrate de méthane. Nous avons ainsi découvert qu'il était particulièrement sensible au changement de température de l'eau. Nous devons être vigilants car le même phénomène qu'il y a 8000 ans est en train de se reproduire et d'importantes quantités d'hydrate de méthane sont sur le point d'atteindre un état instable. À l'heure actuelle, aucun des modèles théoriques concernant le réchauffement de la planète n'intègre dans ses paramètres la désintégration des hydrates de méthane. Le volume d'hydrates de méthane, libéré voici 8000 ans au large de la Norvège, ne représentait que 3% du volume total. Les conséquences furent pourtant graves. Si une telle quantité se trouvait aujourd'hui libérée dans l'atmosphère, la température moyenne à la surface du globe s'élèverait de 4 degrés en l'espace d'une décennie. Celle de l'eau des mers s'élèverait de 2 degrés, ce qui risquerait d'avoir pour effet de libérer de nouvelles masses d'hydrates de méthane. Si la chose se produisait, l'humanité serait confrontée à une crise sans précédent. Mais hormis ce risque, les océans pourraient aussi subir l'une de ces évolutions graduelles, souvent passées inaperçues aux yeux des humains, et qui débouchent finalement sur une modification tout aussi radicale du climat. Depuis toujours, l'océan fait office de régulateur du dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère. Les vagues, avec leurs franges d'écume et le ressac, n'ont pas cessé de dissoudre le gaz carbonique de l'air dans l'eau des mers. L'absorption par les océans d'une certaine quantité de gaz carbonique a permis l'instauration du climat tempéré que nous connaissons actuellement. À l'inverse, une modification de ce processus influerait automatiquement sur le taux de gaz carbonique contenu dans l'atmosphère. Le phytoplancton joue un rôle majeur dans cette fonction de régulation du taux de CO2. Face au réchauffement inexorable que l'on constate, de nombreux scientifiques se concentrent sur les fluctuations du phytoplancton. Il s'agit en fait de micro-organismes qui opèrent la photosynthèse en flottant tout près de la surface. Grâce à cette photosynthèse, la quantité de gaz carbonique contenue dans l'oxygène chute considérablement. À partir de la lumière du soleil, de l'eau et du gaz carbonique dissous dans la mer, le plancton produit de l'oxygène et des matières organiques. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Au cours d'une année, la quantité de matières organiques ainsi produite par le phytoplancton est pratiquement égale à celle produite par la totalité de la végétation terrestre. Une partie du produit de la photosynthèse coule vers le fond. La neige de mer est formée d'agrégats de cadavres de plancton. Autrement dit, c'est le dioxyde de carbone de l'atmosphère camouflé sous une autre forme. Cette neige tombe au fond de l'océan et s'y accumule. De cette manière, le phytoplancton transfère d'énormes quantités de CO2 vers le fond des mers. Toutefois, l'efficacité de ce processus varie selon les endroits. En collaboration avec des centres de recherche du monde entier, les spécialistes américains de la Woods Hole Oceanographic Institution
ont mesuré les quantités de matières organiques qui coulent vers le fond en différents points du globe. Ce cône de couleur jaune, aperçu entre les vagues, est un piège à sédiments. Il reste immergé un certain temps et récupère les matières organiques en train de couler vers le fond. Elles sont collectées dans le conteneur en matière plastique fixé à la base. De tels pièges à sédiments ont été déployés sur plus d'une centaine d'emplacements en différents points du globe. Cette étude a révélé qu'il existe des différences substantielles dans les taux d'absorption de CO2 selon les endroits. Nous voyons ici les mesures effectuées à l'aide de ces dispositifs. On remarque que l'absorption de gaz carbonique est plus importante dans les mers froides, telles que le Pacifique Nord ou celles baignant l'Antarctique. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que dans les zones froides, le plancton est plus abondant. Sous la glace, on voit pendre ces espèces d'algues brunâtres. En fait, ce sont des agglomérats d'un type particulier de plancton, appelés diatomées, qui sont devenus visibles à l'œil nu tant ils forment une masse importante. Les diatomées ont le rendement le plus efficace de tout le phytoplancton en termes de production de matières organiques. Ce sont donc les plus grandes consommatrices de CO2. Si les eaux froides recyclent mieux le gaz carbonique, c'est grâce à la prolifération des diatomées dans ces régions du monde. Les diatomées sont en quelque sorte des agents anti-réchauffement très efficaces. En juillet 1997, on a observé depuis l'espace une anomalie dans la répartition du plancton. Dans la mer de Bering, le satellite américain Seastar a détecté une prolifération de plancton qui n'était pas des diatomées. Ce qui apparaît en blanc au centre de l'image trahit la présence d'un type de plancton appelé coccolithophore sur une vaste zone large de 300 km et longue de 700 et qui s'étend d'est en ouest. D'ordinaire, les coccolithophores prospèrent dans des mers plus chaudes que la mer de Bering. Au microscope, ce type de plancton apparaît comme un simple point. La taille des coccolithophores ne représente que le 10e de celle des diatomées. Ces minuscules planctons absorbent donc moins de gaz carbonique. Et il y a pire. Au microscope électronique, on découvre que les coccolithophores sont pourvus de nombreuses coquilles très élaborées. La croissance de ces coquilles s'accompagne d'une élévation temporaire du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère. En effet, les coquilles de coccolithophores sont en carbonate de calcium et leur synthèse s'accompagne d'une production de CO2, c'est-à-dire de gaz carbonique libéré dans l'atmosphère. Le bilan n'est donc pas favorable au rafraîchissement du climat. Et l'on peut dire que les coccolithophores sont des accélérateurs du réchauffement global. L'océanographe Susumu Honjo estime qu'il faut donc surveiller de très près leur expansion. Quand l'océan riche en carbonate l'emportera sur l'océan riche en silice, alors il y aura un problème. Le gaz carbonique de l'air ne sera plus absorbé en direction des profondeurs.
La température de l'océan augmentant, celle de l'air augmentera aussi. Et inversement. C'est pourquoi l'équilibre entre ces deux types d'océans est vital au maintien d'un milieu naturel favorable aux êtres humains. On a pensé que la prolifération de coccolithophores dans la mer de Bering avait pu être provoquée par l'élévation de la température de l'eau, puisque dans cette région, elle s'est réchauffée d'environ 2 degrés en 1997. Les modifications qui surviennent dans la température de l'eau peuvent influer sur la répartition des nutriments marins et favoriser ainsi tel ou tel type de plancton. Pour l'essentiel, les nutriments sont dissous dans les eaux profondes de l'océan et remontent à proximité de la surface à la faveur d'un mécanisme appelé upwelling. Les diatomées se nourrissent de tels nutriments avant d'éclore dans les couches supérieures de l'océan. Mais dès que la température s'élève dans les eaux de surface, celles-ci devenant plus chaudes et donc plus légères, agissent comme un couvercle et gênent la remontée des eaux froides et plus lourdes venues des profondeurs. L'effet d'upwelling s'en trouve ainsi ralenti et les nutriments se font plus rares dans les couches supérieures où le plancton se développe. Cet appauvrissement crée un milieu plus favorable aux coccolithophores qu'aux diatomées. Observons le développement de ces deux types de plancton en culture lorsque les taux de nutriments sont peu élevés. On ne remarque presque rien chez les diatomées, tandis que les coccolithophores croissent et se multiplient activement. Les coccolithophores ont proliféré dans la mer de Bering. Il a suffi d'une faible élévation de la température de l'eau pour déclencher ce phénomène sans précédent. Si la même modification s'appliquait à toutes les mers du globe, quelles seraient les répercussions en termes de climat? À l'université de Hokkaido, tout au nord du Japon, des chercheurs ont élaboré un modèle pour déterminer dans quelle mesure le bilan du gaz carbonique dans l'atmosphère est affecté par les fluctuations du taux des divers types de plancton dans les océans, et notamment les coccolithophores. En bleu, les régions où l'eau de mer absorbe le gaz carbonique. Du jaune au rouge, les régions où l'océan libère au contraire du gaz carbonique. Plus la température s'élève, plus les océans virent au rouge. En temps normal, la mer fonctionne vis-à-vis du CO2 atmosphérique comme une pompe aspirante. Or, cette simulation montre clairement que l'accroissement des coccolithophores contribue au contraire à libérer le CO2 océanique dans l'atmosphère. Hélas, la plupart des modèles théoriques qui s'efforcent d'évaluer le risque de réchauffement de la planète ont tout simplement omis d'intégrer dans leurs calculs le rôle décisif de ce plancton qu'un léger accroissement de la température des océans suffit à faire proliférer. Les modifications du plancton créeraient des anomalies dans tout l'écosystème, comme on a pu le constater au large de la Californie. Cette partie du Pacifique est le paradis des ornithologues. Or, ils viennent de constater une chute spectaculaire du nombre d'oiseaux de mer. Voici des puffins qui se rassemblent pour pêcher. Ils étaient jadis si nombreux qu'on distinguait à peine la surface de l'eau. Mais dans les 8 dernières années, leur population a chuté de 90%. Quelle est la raison de ce phénomène ? C'est la question que se posent des chercheurs de l'Institut océanographique Scripps de San Diego, en Californie.
Dans les sous-sols de ce vénérable institut, on a trouvé des pièces à conviction qui pourraient bien apporter un début de réponse. Près de 100 000 bocaux sont conservés sur ces étagères. Ils contiennent les spécimens de zooplancton collectés méthodiquement au large de la Californie depuis 1947 avec l'aide des pêcheries locales. Nulle part ailleurs, on a réuni un échantillonnage aussi continu sur une aussi longue période. Celui-ci date de 1951, celui-là de 1998. En avril, au même endroit, à la même heure de la nuit. Regardez la différence flagrante dans la masse totale de zooplancton, ce qu'on appelle la biomasse. Au large de la Californie, l'eau s'est réchauffée d'1 degré environ. Le professeur Roman et ses collègues pensent que ce réchauffement a causé le déclin des diatomées et d'autres types de plancton. Certes, ils ont pu céder la place à un autre type de plancton, les coccolithophores. Mais leur taille très inférieure ne permet pas de compenser le déficit de la biomasse et de nourrir une aussi grande quantité de zooplancton. Et les chercheurs pensent que c'est ce qui explique le déclin massif du zooplancton dans cette région. Toute modification du phytoplancton se répercute sur le zooplancton. En l'occurrence, il en résulte un déficit très net, ce qui affecte par contre-coup les poissons qui se nourrissent de zooplancton. Moins de poissons, c'est aussi moins d'oiseaux de mer. Le professeur McGowan, qui dirige l'équipe de recherche, pense que ce qui s'est produit au large de la Californie n'est pas un phénomène isolé. Plus cette tendance au réchauffement va s'affirmer, plus il y aura de niches écologiques qui seront touchées. Toutes les espèces ne seront pas affectées de la même manière, au même moment. Mais de proche en proche, on en verra une décliner, puis une autre, et ainsi de suite. L'océan comporte de nombreuses variables que nous découvrons, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan biologique. Si le réchauffement de la planète se poursuit au rythme actuel, la température moyenne des océans devrait s'élever d'1,5 degré d'ici le milieu du XXIe siècle. Et le phénomène constaté dans les eaux californiennes pourrait bien se produire dans n'importe quel océan. Les mutations du plancton sont susceptibles d'accélérer le phénomène de réchauffement, mais aussi d'altérer l'ensemble de l'écosystème aquatique. Et quel impact ce nouveau déséquilibre aura-t-il à son tour sur le réchauffement de la planète ? C'est une question qui n'a pas encore de réponse. Une infime variation biologique au sein de la mer peut déboucher sur une modification complète des échanges océaniques qui contribuent à la stabilité globale de l'environnement. Si la chose devait se produire, nul ne sait quelle menace pèserait sur notre avenir. La plupart des extrapolations indiquent qu'en 2100, l'air contiendra 700 parties pour million, soit 0,7 pour 1000 de gaz carbonique. Mais c'est sans compter avec les variations en question au sein des océans, car alors la proportion de gaz carbonique serait bien supérieure, 1,4 pour 1000, soit 4 fois le niveau actuel. Oui, l'océan a le pouvoir de déclencher une fulgurante accélération du réchauffement de notre planète. Ce n'est toutefois qu'un scénario parmi d'autres. En fait, il se pourrait que les effets secondaires du réchauffement conduisent à leur tour à un rafraîchissement du climat. L'explication se trouve dans ce courant de l'Atlantique Nord qu'on appelle courant du Groenland.
En hiver, les eaux froides, plus denses et plus salées, s'enfoncent vers les profondeurs de l'Atlantique, au large du Groenland. Lorsqu'elles ont atteint le fond de l'océan, elles s'écoulent du nord vers le sud et alimentent un puissant courant des profondeurs qui met 2000 ans à traverser l'Atlantique, puis l'océan Indien jusqu'au Pacifique. On pense que ce courant est responsable du climat stable et tempéré de notre planète, dont la température moyenne est de 15 degrés. Mais des changements s'amorcent au sein de ce courant. Plusieurs pays ont concentré leurs efforts de recherche sur l'étude du courant du Groenland. Et ces travaux indiquent par endroits un affaiblissement de la vitesse d'enfoncement des eaux froides qui alimentent ce courant. En rouge, les eaux qui s'enfoncent. En temps normal, ces colonnes d'eau plus froides et plus salées descendent à 3000 mètres de profondeur et au-delà. Or, ces dernières années, dans certaines zones, elles atteignent à peine 1000 mètres. Cela tiendrait en partie à l'augmentation de la fonte des glaces. Car en fondant, la glace se transforme en eau douce qui diminue la salinité de l'eau de mer et donc sa densité. N'étant plus assez lourde, cette eau mitigée ne parvient pas jusqu'au fond de l'océan. Il en résulterait une certaine stagnation du courant du Groenland. Le professeur Brucker est un spécialiste américain d'archéologie climatique. Ayant étudié les climats préhistoriques, il a découvert que de précédentes stagnations d'un courant des profondeurs avaient amené un refroidissement et non un réchauffement de la planète. Il s'est produit quelque chose qui a replongé la Terre dans un climat très froid pendant 1200 ans. Et soudain, elle s'est à nouveau réchauffée. Nous sommes à peu près certains que l'arrêt du courant marin y était pour quelque chose. La stagnation d'un courant froid pourrait déclencher un rapide rafraîchissement du climat. Le professeur Brucker pense que ce fut le cas ici. Voici 13 000 ans, la Terre approchait de la fin d'une longue ère glaciaire et entrait dans une phase de réchauffement comme celle que nous connaissons actuellement. Les glaciers qui recouvraient tout le nord de l'Amérique ont commencé à fondre. Et l'eau de fonte de ces glaciers a formé un lac colossal de 300 000 km². Et selon le professeur Brucker, ce gigantesque réservoir d'eau douce fut le responsable de l'arrêt provisoire de ce grand courant océanique des profondeurs. Un jour, voici 13 000 ans, la partie du glacier qui endiguait cet incroyable lac de retenue naturelle a cédé. Elle s'est rompue sous l'effet conjugué de la pression de l'eau et du réchauffement atmosphérique. Il se produisit une inondation inimaginable. Toute cette énorme quantité d'eau douce s'est déversée dans l'Atlantique Nord, le diluant littéralement et abaissant la salinité de l'eau de mer au point que l'enfoncement vers les profondeurs ne se faisait plus et que le courant s'est rapidement affaibli.
Normalement, les eaux les plus chaudes étaient propulsées vers l'Atlantique Nord par l'enfoncement des eaux froides. Et cela donnait naissance au Gulf Stream. Grâce à ce courant chaud, l'Europe occidentale jouissait de températures anormalement douces pour sa latitude. Mais l'inondation de l'Atlantique Nord a ralenti le courant du Groenland et par contre-coup le Gulf Stream. Les températures ont alors commencé à chuter en Europe. La neige et la glace ont recouvert l'Europe, dont le sol est devenu blanc, réfléchissant ainsi davantage le rayonnement solaire et accélérant toujours plus le refroidissement, et ainsi de suite. Une fois le processus de refroidissement amorcé, divers événements se sont enchaînés pour l'accentuer. Kevin Harrison, de l'Université de Boston, étudie les types de plancton qui furent prédominants dans le passé en se fondant sur les traces laissées dans les sédiments marins. Il s'est aperçu que les variations climatiques entraînaient une alternance entre coccolithophores et diatomées. Dans les périodes les plus chaudes, les coccolithophores s'imposaient, tandis qu'aux périodes les plus froides, les diatomées l'emportaient. En tant que gros producteurs de matières organiques, les diatomées ont absorbé beaucoup de gaz carbonique et l'ont entraîné vers le fond des océans. La raréfaction du CO2 dans l'atmosphère a accentué la chute des températures. Avec l'aide de la stagnation des courants froids, ces réactions en chaîne ont amené la température moyenne du globe à diminuer de plus de 10 degrés. À l'avenir, si le courant du Groenland entrait en sommeil, notre planète serait-elle frappée par un refroidissement analogue à celui constaté voici 13 000 ans ? Le professeur Broecker explique que différents scénarios sont envisageables. En prenant en compte les gaz à effet de serre, il y a 8 ou 9 issues plausibles. Ce que l'on a pu constater par le passé, c'est que les changements ne se font jamais d'un coup brusque, comme on bascule un interrupteur de la position A vers la position B. Le système évoluait, si l'on veut, mais de manière un peu chaotique, avec des ratés. Et ce sont ces ratés qui m'inquiètent, car ils rendent toute prévision assez difficile, au cas où ce courant s'arrêterait. En effet, le courant du Groenland produit différents effets et chacun exerce une influence importante sur le climat. Quand les eaux froides s'enfoncent, elles n'attirent pas seulement un courant chaud vers le nord, mais en plus, elles réduisent le taux de dioxyde de carbone dans l'air. Plus la température est basse, plus le gaz carbonique se dissout facilement dans l'eau. Les eaux glacées du Groenland entraînent donc avec elles vers le fond des quantités énormes de CO2. Si ce courant s'arrête un jour, alors la pompe cessera de fonctionner et le taux de gaz carbonique dans l'air se mettra à croître. Ce qui signifie que la stagnation d'un tel courant produit deux effets diamétralement opposés. Primo, il affaiblit le Gulf Stream et déclenche un refroidissement. Secondo, il augmente le taux de dioxyde de carbone dans l'air
et contribuent au réchauffement du climat. Le plus léger des équilibres entre ces deux effets jouera de manière totalement différente sur le sort du climat à venir. Il y a 13 000 ans, la mise en sommeil de ce courant a déclenché une glaciation. On croit savoir aujourd'hui que la température initiale était en moyenne plus basse qu'aujourd'hui. De ce fait, un léger refroidissement a débouché sur une rapide extension des glaciers. De nos jours, les températures sont bien plus élevées. L'arrêt du courant du Groenland pourrait donc favoriser l'élévation du taux de CO2 avant que la calotte glaciaire ait eu le temps de s'étendre. Et la réaction en chaîne se produirait de manière exactement inverse à celle intervenue il y a 13 000 ans. Refroidissement, réchauffement, le ralentissement du grand courant froid peut avoir des conséquences entièrement différentes selon les données de départ. Mais dans tous les cas de figure, le climat tempéré dont nous jouissons actuellement serait totalement modifié. Le climat est une bête féroce et nous la titillons avec nos gaz à effet de serre. Elle peut ne pas réagir, elle peut aussi se fâcher et tout le fonctionnement du climat en sera changé. Il ne faut surtout pas que ça arrive parce que ce serait irréversible. On peut dire que le climat tempéré est l'œuvre des océans. Il a permis à l'humanité d'atteindre un très haut degré de civilisation. Or, nous sommes en train de détruire ce qui a fait notre prospérité. Y a-t-il encore un moyen d'éviter cette crise que nous avons préparée ? L'une des mesures proposées à la conférence de Kyoto en 1997 a suscité le plus grand intérêt. The parties at this third session undertake a review of available information in accordance with Article 42M. C'est le principe de la séquestration du dioxyde de carbone dans les profondeurs des océans. Une expérience préliminaire a débuté à l'automne 1998 dans le port de Nagasaki, dans le sud du Japon. Les chercheurs instillent du dioxyde de carbone dans l'eau de mer pour voir avec quelle efficacité elle est capable de le retenir et quels sont les effets de cet afflux de CO2 sur l'écosystème. Lorsque le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de mer devient acide, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur le plancton ou sur le poisson. Cela reste à déterminer. Cette expérience va se poursuivre pendant au moins 1 an afin qu'on puisse en tirer des conclusions précises. Si elle s'avère concluante, le dioxyde de carbone résultant de l'activité industrielle sera liquéfié, puis chargé sur des bateaux et libéré directement en haute mer. Mais le fonctionnement du milieu marin est loin d'être simple. Une petite modification apportée dans tel domaine peut en déclencher d'autres parfaitement inattendus et remettre en question tout l'équilibre du milieu naturel dans lequel nous évoluons. Quelles seront finalement les conséquences du moindre changement apporté à la vie des océans ? À l'heure actuelle, nous n'en savons rien.
Et l'océan demeure notre plus grande boîte de Pandore. Le système solaire, c'est là que nous vivons. Et sa troisième planète, la Terre, est le seul corps de tout le système solaire qui possède un océan. Grâce à lui, la vie existe sur cette planète. Les océans recouvrent 70% de la surface du globe. Leur profondeur moyenne est de 3800 mètres. Ils hébergent une grande variété d'organismes vivants et pourtant, la plupart d'entre eux échappent encore à notre savoir. Alors que débute le 3e millénaire, l'humanité n'a qu'une faible idée de la complexité réelle des mondes océaniques qui restent voilés de mystères. Or, connaître les océans, c'est connaître le passé de cette planète vivante autant que l'avenir de ceux qui la peuplent.